Merci d'être resté avec nous. Bouffée de chaleur, prise de poids, irritabilité, ce sont les premiers symptômes de la ménopause qui survient globalement chez les femmes autour de la cinquantaine. Et pour compenser le manque hormonal de cette ménopause, la solution la plus évidente est de donner des hormones de substitution, ce qu'on appelle le THS, le traitement hormonal substitutif. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 52% des femmes ménopausées ont peur de prendre un traitement à base d'hormones. Alors on rappelle que cette crainte s'est installée suite à une enquête américaine publiée en 2002 qui montrait que ces traitements pouvaient augmenter le risque cardiovasculaire et le risque de cancer du sein. Depuis 10 ans, d'autres études, et notamment des études françaises, ont montré que ce risque était à moduler. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Mais avant, on va faire juste un petit rappel pour vous dire que la ménopause, c'est un état physiologique qui correspond à la fin de la période reproductive des femmes. En pratique, c'est l'absence de règles depuis 12 mois et l'arrêt de la production des hormones sexuelles par les ovaires. Alors la base biologique du phénomène, elle est commune à toutes les femmes. Les manifestations de la ménopause sont en revanche très variables d'une femme à l'autre. Les principaux signes cliniques sont des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, notamment sur le visage, et un assèchement de la muqueuse du vagin. Les femmes peuvent aussi souffrir de douleurs dans le ventre, d'irritabilité, de nervosité, voire de dépression modérée. Et ces signes sont aggravés par le stress. 20 à 30% des femmes manifestent une hypersensibilité à cet état physiologique et expriment des troubles marqués, dans certains cas très incommodants. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Florence Trémolière, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue au Centre de la ménopause, c'est au CHU de Toulouse. Et on accueille Martine Zermati, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler ménopause, on va parler préménopause. Oui. Il y a des signes qui sont apparus 3 ans avant à peu près. Pratiquement, oui. La ménopause étant arrivée à 51 ans, donc vers 47, oui. 48 ans. C'était d'abord des bouffées de chaleur insupportables, vous le disiez. La nuit, le jour. Les deux. Dans la journée, c'était plus embêtant parce qu'au niveau du relationnel, on se sent très très mal. La nuit, c'est ce que j'appelle la valse de la couette. On l'enlève, on la remet. Impossibilité de dormir. Oui. Et puis, j'avais par contre des tensions mammaires. On n'avait pas parlé de ça à l'époque. Mon gynécologue ne m'avait pas parlé de ça. Et j'ai tout de suite été prise en charge par mon gynécologue en tant que pré-ménopause avec un traitement hormonal de progestérone. Donc, c'est comme une pilule. C'est simplement pendant 3 semaines, prise de progestérone. Et ça avait un petit peu ôté les symptômes. Il y avait également un peu la prise de poids, l'irritabilité, ça, je pense que si mon mari me regarde, il dira que c'était pas un problème forcément de ménopause, préménopause, l'irritabilité, n'est-ce pas? Mais comme on l'a pas invité, il n'est pas invité, donc voilà. Il enregistre simplement, c'est bien. Bon, donc c'est vrai que l'humeur varie, on est un peu dépressif, on l'est moins, et c'est vrai que ce traitement à base de progestérone pendant 3 ans m'a aidé. Et puis, donc, à 51 ans, apparition de la ménopause, qui a été un peu masquée, en fait, parce que vous avez eu un problème de santé. Ah oui, énorme. Et que vous n'êtes pas du tout occupé, en fait, de... Pendant presque 2 ans, non, avec une algodystrophie, suite à une opération ratée en province. Fracture du poignet, algodystrophie. Et ça a un peu occulté tout ça. Complètement. Et donc, quand tout ce problème a été réglé, là, la ménopause... Vous avez ressenti les symptômes de la ménopause, vous aviez quoi? La prise de poids, d'un seul coup, alors que j'avais perdu 10 kilos avec l'algodystrophie et les traitements à base de piqûres de calcitonin. Et donc, insomnie, je m'étais dit, est-ce que les insomnies sont dues à la ménopause ou encore au problème de l'algodystrophie? Oui. Et puis j'étais préparée par mon gynécologue aussi. Je savais qu'il fallait que je ne supportais pas de toute façon, parce que je ne suis pas d'un caractère très très facile, donc je n'ai pas beaucoup de patience, et donc je ne supportais pas tous ces inconvénients. Donc j'étais préparée déjà avant la ménopause à avoir un traitement hormonal. Je suis donc allée le voir, mais manque de chance, nous tombons en 2002. Moment, en effet, de cette enquête américaine. La polémique, ouais. Absolument. Et moi, je ne voulais pas en entendre parler parce que je connais un petit peu les États-Unis pour avoir ma sœur qui vit là-bas. Et cette étude n'avait rien à voir avec les femmes n'avaient rien à voir avec le comportement des femmes en France. Donc, j'ai quand même voulu ce traitement. Lui n'a pas voulu me le donner. Il partait à la retraite, ça tombait très bien. J'ai pu aller voir un autre gynécologue en province. Et voilà. Et depuis, je suis... Et on va en parler. On va commencer avec quelques questions déjà. J'ai 45 ans, des sueurs nocturnes et parfois des bouffées de chaleur. Est-ce le début de la ménopause? Est-ce que ça peut être le début de la ménopause? Ou cette pré-ménopause dont on parle? Oui, la ménopause, c'est un phénomène hormonal qui n'est pas un phénomène qui s'installe du jour au lendemain. Donc, c'est en fait le marqueur ultime du vieillissement de la fonction ovarienne. Et il est évident que cette période de transition, chez certaines femmes, peut durer plus ou moins longtemps. Et déjà, il va y avoir des signes de carence œstrogénique ou, comme l'a très bien dit Martine, également des signes un peu paradoxaux marqués par ces douleurs mammaires ou la prise de poids qui, au contraire, sont le témoin d'espèce d'anarchie hormonale où pendant 3 mois, l'ovaire marche. Les 3 mois suivants, il va y avoir au contraire une surproduction d'estrogène, un déséquilibre entre la production de progestérone et d'œstrogène et donc créer ces symptômes. Pourquoi les Japonaises n'ont pas de bouffée de chaleur? C'est une très bonne question. Effectivement, le terme ménopause n'existait pas au Japon jusqu'en 1996 à peu près.
Alors je pense qu'il y a des raisons socio-culturelles déjà, de valorisation un petit peu du passage de transition des personnes âgées. Est-ce que l'alimentation, notamment riche en soja, peut jouer un rôle dans cette symptomatologie bien moindre que pour les femmes occidentales? Ça reste encore un petit peu un mystère, mais c'est tout à fait exact. On demande s'il y a un test urinaire pour savoir si on est préménopausé. Alors, de manière générale, les tests hormonaux, qu'ils soient sanguins ou urinaires, ne servent strictement à rien au moment de la ménopause. C'est un diagnostic clinique. Éventuellement, pour les femmes qui ont des périodes d'arrêt de règles prolongées, 4, 5, 6 mois, avant d'arriver à cette fameuse définition de 12 mois d'aménorrhée, on peut leur proposer... L'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Voilà, l'aménorrhée, l'absence de règles de 12 mois, comme vous l'avez très bien dit, qui marque la définition de la ménopause, on peut leur proposer ce qu'on appelle un test à la progestérone. C'est-à-dire qu'on va leur donner pendant 10 jours un progestatif et voir si ces 10 jours de progestatif redéclenchent ou pas les règles. Si c'est le cas, ça veut dire que l'ovaire marche encore. Il ne marche pas bien, mais il marche encore. Si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est plutôt en faveur d'une aménorrhée post-ménopausique. Alors, ça va confirmer ce que vous dites, ça. Oui, mes examens biologiques confirment la ménopause. Pourtant, j'ai mes règles chaque mois. Quelle peut être la raison? Vous venez d'y répondre. La prise de sang, en quelque sorte, ce n'est que le témoin du fonctionnement ovarien du jour de la prise de sang. Et dans cette période où il y a cette espèce d'anarchie, un mois après, ça peut être complètement différent. Alors, on parle des ovaires. Il y a quoi, 400 000 ovocytes à peu près, enfin les follicules, qui va donner 500, 600 000, ce qui va donner les ovules qui permettront la fécondation en cas de grossesse. Et la ménopause commence quand il n'y en a plus que 1000 à peu près. Tout à fait exact. Et pourquoi, alors qu'il en reste 1000, donc l'ovaire peut fonctionner encore, pourquoi il fonctionne moins? On considère que ces 1000 follicules ne sont pas suffisamment nombreux pour créer certainement un climat hormonal permettant à un follicule de rentrer en maturation et d'aller jusqu'à la phase de l'ovulation. Et c'est pour ça aussi que d'un mois sur l'autre, comme vous avez une augmentation des gonadotrophines hypophysaires qui sont en quelque sorte la commande centrale de ce fonctionnement ovarien, or cette commande centrale, elle commence à se dérégler quand le nombre de follicules diminue. En particulier par l'intermédiaire d'une protéine qui s'appelle l'inhibine, qui est une protéine qui est sécrétée par ces follicules et qui exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif sur la commande centrale. Donc quand il y a moins de follicules, cette inhibine, elle est sécrétée en moins de quantité, les hormones hypophysaires augmentent et elles ont pour but finalement de stimuler ces follicules restants. Et ce qui fait que d'un mois sur l'autre, certainement en fonction du climat hormonal ovarien, vous avez un follicule qui rentre en maturation, qui fait des œstrogènes, et ça peut expliquer justement ces douleurs mammaires que certaines femmes peuvent ressentir, parce que ce follicule, il ne va pas aller jusqu'au stade de l'ovulation, il n'y aura pas de formation de corps jaune, il n'y aura pas de progestérone. On nous demande s'il faut faire un bilan de santé à la ménopause. Alors oui, moi je suis très partisante. Effectivement, je considère que la ménopause, comme vous l'avez très bien dit, ce n'est absolument pas une maladie. C'est un phénomène physiologique. Néanmoins, chez certaines femmes, la carence hormonale de la ménopause peut augmenter le risque de certaines maladies. Et la plus emblématique d'entre elles, c'est l'ostéoporose post-ménopausique. Et donc, effectivement, on peut considérer que cette ménopause, c'est le bon moment pour une femme de faire une espèce de check-up de santé. Surtout si on veut un traitement plus hormonal, voir où on en est. Mais même, je crois, indépendamment, presque à la limite, surtout si on ne veut pas un traitement hormonal. Oui, mais nos médecins ne nous le proposent pas, malheureusement. On a l'impression, tout à l'heure, on en parlait ensemble, on va voir le gynécologue, on lui dit, je veux un traitement, il n'essaye pas d'avoir une vue d'ensemble de notre problématique. De toute façon, check-up. Oui. Ce qui peut être très simple, c'est vraiment extrêmement simple. C'est la recherche des facteurs cliniques de risque au plan osseux, au plan cardiovasculaire, c'est la mammographie, au plan cancéro, la surveillance gynécologique habituelle, la mammographie, les frottis, et puis quelques examens très simples, un bilan glucidique, un bilan lipidique, et puis éventuellement un examen densitométrique si vous avez des facteurs cliniques de risque de fracture ou si on peut penser que vous allez développer une ostéoporose dans les années à venir. Très bien. Alors, 75% des femmes ont des symptômes provoqués par leur ménopause, les troubles du sommeil, les sueurs nocturnes, les douleurs, l'état dépressif. Ces femmes attendent en moyenne plus d'1 an avant de consulter en pensant que tout ça, ça va passer. Pourtant, il existe, même s'il y a eu cette polémique, on va en reparler, des traitements hormonaux de substitution qui peuvent, dans certains cas, supprimer rapidement les effets de la ménopause. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavellec. Bonjour madame, allez-y, asseyez-vous. Monique a été ménopausée à 50 ans. Ce fut un moment très pénible, avec beaucoup de symptômes qui rendaient sa vie difficile. Le fait de ne pas être bien dans ma peau et d'être irritable vis-à-vis des autres, de perdre un peu de dynamisme, de grossir aussi. Je pense que ce sont les points primordiaux qui me tracassaient à ce moment-là.
Monique a donc consulté en 2001 pour que sa gynécologue lui prescrive un traitement hormonal de substitution. Ce traitement remplace les 2 hormones qui manquent à la femme ménopausée suite à l'arrêt de l'activité de ses ovaires, la progestérone, que Monique prend en cachet, et l'œstrogène, conditionné sous forme de gel. Pour le traitement, la modalité d'administration, la voie transdermique, ça ne vous pose pas de problème? Pas du tout. Je prends le cachet le soir et ça m'apaise. Et l'œstrogène en gel que je mets sur les bras, le soir également. Ça pénètre très vite, il n'y a pas de souci. Pourtant, ce traitement très efficace a été remis en cause en 2002 par une étude américaine. Il augmentait les risques cardiovasculaires et de cancer du sein chez la femme américaine de plus de 60 ans. Une étude qui a entraîné notamment en France une chute drastique des prescriptions des traitements hormonaux de substitution. Mais ces dernières années, les résultats de cette étude ont été remis en cause. Je vais vous redonner un petit peu les chiffres. Si vous prenez 1000 femmes entre 50 et 70 ans, il y en a 45 qui vont faire un cancer du sein, on le sait, sans traitement. Si vous prenez ces 1000 femmes entre 50 et 70 ans et que vous les traitez, vous avez une petite idée du nombre de femmes qui fera un cancer du sein en plus? Non. Vous vous souvenez pas? Non, je me souviens plus. 2 femmes oui, de plus. Donc au lieu de 45, nous serons à 47. Le risque du cancer du sein est donc très faible avec les hormones utilisées en France. Et on sait aujourd'hui qu'elles ne menacent pas le système cardiovasculaire, au contraire, elles le protègent. Autre bienfait, elles retardent l'apparition de l'ostéoporose. Pourtant, il n'y a aujourd'hui que 8% des femmes ménopausées qui suivent ce traitement, contre 20% en 2002. 12,7, c'est parfait. Beaucoup de femmes que je vois qui sont sous traitement me disent, vous savez, mon médecin traitant m'a dit que je ne devais pas en prendre. J'ai fait ma mammographie, on m'a demandé, ça fait déjà 5 ans que vous prenez un traitement, il faut tout arrêter. Donc il y a quand même encore ce discours anti-hormones qui existe. Cela fait 13 ans que Monique prend son traitement, alors qu'il est conseillé de l'arrêter au bout de 10 ans. Mais lorsqu'elle essaie de s'en passer, ses symptômes reviennent. Si vous essayez d'arrêter, il faut le faire de toute façon progressivement. Donc peut-être faire 1 jour sur 2 et voir ce que ça donne. Vous pouvez faire ça. Un comprimé et l'œstrogène Un jour sur 2. Si vous voulez voir ce que ça donne. Oui. Si vous voyez très vite réapparaître les troubles que vous m'avez décrits là, au début de la consultation, bon. Si vous désirez continuer, je pense qu'on a fait le point. Vous n'avez pas de facteur de risque nouveau, donc vous pouvez poursuivre. Monique reviendra dans 1 an pour évaluer ou arrêter son traitement. Mais comme toutes les femmes ménopausées, traitées ou pas, elle devra refaire une mammographie et un frottis. Monique demande, idéalement, jusqu'à quel âge doit-on prendre un traitement hormonal pour éviter les risques d'ostéoporose? Alors, c'est une très bonne question et qui fait encore l'objet d'une petite polémique, puisqu'effectivement, les détracteurs du traitement hormonal disent de toute façon, ça ne sert à rien de prendre le traitement hormonal pour la prévention de l'ostéoporose, puisqu'on ne va pas pouvoir le garder longtemps, eu égard à une augmentation de risque de cancer du sein, et quand vous arrêtez, tout repart à zéro. La seule chose qui a changé maintenant, c'est que nous avons d'autres alternatives pour la prise en charge de l'ostéoporose. Donc effectivement, ce qui est conseillé, c'est de prendre un traitement à peu près de 5 à 7 ans. Ça, je dis, c'est au minimum. Et puis après, de voir. Certaines femmes dont on peut considérer que leur balance bénéfice-risque reste positive vont le continuer. Et pour d'autres, si on considère que la durée a été suffisamment longue ou qu'elles ne souhaitent plus le poursuivre, on a d'autres traitements de l'ostéoporose maintenant qui peuvent être utilisés en relais du traitement hormonal, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et c'est un petit peu toute l'ambiguïté qui demeure par rapport à cette prise en charge de l'ostéoporose. Or, ces alternatives dont nous disposons, elles sont beaucoup plus appropriées pour les femmes de 60, 65, voire 70 ans qu'elles ne le sont à 50 ans. D'accord. Je suis en périménopause. Alors, périménopause, c'est l'ensemble de mois qui précèdent, qui sont autour de la ménopause. Et j'ai déjà eu un cancer du sein. Comment traiter les bouffées de chaleur sans ces hormones? Ces hormones sont toujours contre-indiquées chez les femmes qui ont eu un cancer du sein? Elles sont strictement contre-indiquées chez les femmes qui ont eu un cancer du sein. Ça reste quelque chose qui doit être respecté. Alors, il y a toujours des cas particuliers, mais de manière générale, ça doit être respecté. Alors effectivement, c'est une solution très difficile parce que nous n'avons quasiment pas d'alternative efficace au traitement hormonal pour ces femmes qui sont très symptomatiques. Il n'y a en France qu'un seul traitement qui a ce que l'on appelle une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, qui est la Bufène, qui en plus a été déremboursée il y a 1 an et qui est extrêmement peu efficace. Alors, les traitements qui ont fait la preuve d'une certaine efficacité, ce sont des antidépresseurs, que l'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux ont montré dans certaines études qu'ils permettaient de diminuer la fréquence des bouffées de chaleur. Donc ça peut être une alternative
qu'on peut proposer à ces femmes qui ont un cancer du sein et qui sont très symptomatiques, mais ça reste néanmoins un traitement avec des effets secondaires et une efficacité qui n'est que partielle. Le traitement donc, qu'on vous a prescrit, finalement, vous l'avez bien supporté tout de suite? Tout de suite. Et c'est le même depuis maintenant 12 ans. Bien évidemment avec une surveillance, comme on parlait tout à l'heure, de mammographie, échographie, parce qu'il y a une densité mammaire importante, donc la mammographie n'est pas suffisante, il faut faire une échographie systématiquement. On précise bien, effectivement, quand on prend ce traitement, les seins restent denses au lieu de devenir comme des seins plus âgés, un peu plus vides. Et c'est ça ou pas? Alors, de manière générale, c'est ça. Néanmoins, ça dépend beaucoup de votre état mammaire avant la mise en route du traitement hormonal, en particulier en fonction du poids. Les femmes maigres, de manière générale, ont des seins plus denses que les femmes qui sont un peu plus enrobées. Et puis, ça dépend également du type d'hormone. Ça a été la grande polémique aux États-Unis avec les traitements américains, où effectivement ces traitements, de par le progestatif qui est utilisé, augmentent vraiment la densité mammographique. En France, les traitements que nous utilisons, c'est pas si vrai que ça. D'accord. Donc parfois on peut se contenter d'une mammographie pour le dépistage, on fait les deux souvent. La plupart du temps on fait les deux. C'est obligatoire, c'était systématiquement mammo-échographie. Il se trouve que les gynécologues que j'avais en province ont tous les deux pris leur retraite, donc je vais vers... Il faut les prendre plus jeunes, madame, parce que ils étaient pour le traitement un médecin, il part à la retraite. Je dois leur faire peur, peut-être ça va être ça. Enfin, en tous les cas, maintenant, j'ai une gynécologue à Paris à nouveau, parce que j'habite en même temps à Paris, qui est très efficace et qui est très compétente et qui est très agréable, qui a eu un entretien, un véritable entretien qui a duré plus d'une heure, et ce qui est important de faire en effet un bilan global. Il se trouve que je l'ai vu parce que j'avais une grosseur au sein gauche, donc qui me faisait quand même un petit peu peur, mais bon, douloureuse. Donc il me semble qu'on dit que le cancer du sein, c'est pas systématiquement douloureux et on peut passer à côté parfois. Donc il y a eu mammo-écho automatiquement, et c'était pas suffisant. Elle a voulu faire absolument une IRM parce que les amas cliniques montraient bien quelque chose de bien délimité et non pas de diffus comme on pourrait penser à tout ce qui est mastose. Et ça n'a pas suffi. Le radiologue et la gynécologue se sont mis en relation pour aller encore plus loin, faire une biopsie mammaire. Heureusement, et donc, tout est normal. On va parler de l'insuffisance ovarienne prématurée ou ménopause prématurée qui se définit par un arrêt des règles de plus de 4 mois avec une diminution anormale du taux d'hormones féminines chez une femme de moins de 40 ans. 1 à 2% des femmes seraient concernées. Elles doivent être absolument suivies le plus tôt possible. Voyez ce reportage de Guillaume Morenet et Claude Pavelec. Aïcha a 30 ans. Bonjour madame. Bonjour. Elle vient aujourd'hui en consultation de contrôle de son traitement d'hormones de substitution. On lui a diagnostiqué il y a 10 ans une insuffisance ovarienne prématurée. Une situation particulièrement difficile à vivre quand on est une très jeune femme. Le problème que j'ai su, c'est autour de moi. Enfin, j'ai su que j'avais un problème par rapport à mes sœurs, mes copines. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas mes règles. Vous avez quel âge? Quand j'ai su le problème, j'avais 14 ans. Donc à quel âge vous avez commencé le traitement? L'âge 18 ans, 19 ans. 18 ans, 19 ans. À cet âge-là, il est difficile de prendre un traitement hormonal semblable à celui d'une femme ménopausée de 50 ans. Mais pour Aïcha, le traitement est indispensable. Là, on vous apporte vraiment les hormones dont vous avez besoin pour remplacer les hormones qui ne sont plus fabriquées malheureusement par vos ovaires. Donc il faut pas, c'est pas un médicament proprement parlé, c'est vraiment une substitution hormonale. Cette insuffisance hormonale prématurée ne se manifeste pas toujours aussi jeune. C'est souvent au moment où les femmes arrêtent la pilule pour avoir des enfants que les premiers symptômes se manifestent. C'est ce qui est arrivé à Estelle. Quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas été réglée pendant quelques mois. Du coup, j'ai consulté et ça a démarré comme ça. D'accord. Et la pilule, vous l'aviez commencée à quel âge? 23 ans, il me semble. À 23 ans, et vous ne l'aviez jamais arrêtée? Même si Estelle a été réglée normalement depuis sa puberté, ses ovaires ont cessé de fonctionner sans donner aucun signe d'alerte. Puis à l'arrêt de la pilule, ces jeunes femmes ressentent les premières bouffées de chaleur. Elles ont une carence en hormones fabriquées normalement par les ovaires, donc les œstrogènes, carence en œstrogène, carence en progestérone. Et la carence en œstrogène, principalement, est responsable de symptômes qui peuvent être, chez certaines femmes, des bouffées vasomotrices, qui peuvent être aussi une fatigue, une sécheresse vaginale, des troubles du désir sexuel, de la libido, des petits syndromes dépressifs aussi, des douleurs musculaires, articulaires, comme les femmes finalement qui sont ménopausées après 50 ans. Comme Aïcha, Estelle doit donc prendre un traitement. Un traitement qui compense les problèmes hormonaux mais qui ne permet pas d'avoir d'enfants.
Devant son désir de grossesse, le gynécologue lui a proposé 2 solutions. C'était soit le don d'ovocytes, soit l'adoption. Donc c'est vrai que moi j'avais vraiment ce désir d'être enceinte. Et donc après, c'est un échange, c'est des conversations avec mon mari. On a opté assez facilement et assez rapidement pour le don d'ovocytes. Après 1 an et demi d'attente, Estelle a pu obtenir son premier don d'ovocytes. Et elle est tombée immédiatement enceinte. C'était le plus beau jour de notre vie, il y a bientôt 4 ans. Donc c'était super. On l'a attendu pendant 9 mois. Et c'était 9 mois... j'ai passé une grossesse vraiment... je me sentais bien. Et aujourd'hui, elle attend son 2e don d'ovocytes pour agrandir sa famille. Comme c'est beau, agrandir sa famille. On nous demande si des règles précoces entraînent une ménopause précoce. Non, ça n'a strictement aucun rapport. Autant on sait qu'il y a une avancée séculaire de l'âge de la puberté, ou du moins, oui, une avancée vers le jeune âge, autant la date de la ménopause reste extraordinairement stable. Et il n'y a aucune relation entre la date de vos règles et la date de votre ménopause. J'ai été ménopausé à 36 ans, donc ménopause précoce. Je n'ai jamais pris de traitement substitutif et je me porte très bien. Mon seul médicament, le sport. Annie qui témoigne. Alors, ce n'est pas le sport qui va remplacer les sécrétions ovariennes, bien évidemment. En tout cas, ça entretient déjà les os. Alors ça, c'est vous qui le dites. Non. C'est vous qui le dites, c'est pas toujours vrai, malheureusement. C'est surtout vrai quand on est plutôt âgé. Je dirais qu'après 60 ou 65 ans, oui, faire du sport, vraiment, vous allez en tirer un bénéfice sur le plan osseux. Alors, il est certain qu'on ne commence pas toujours le sport à 65 ans et qu'il vaut mieux le commencer le plus tôt possible. Néanmoins, on sait très bien qu'au moment de la ménopause, la perte osseuse, elle est à 95% estrogénodépendante. Donc, soit vous êtes programmé parce que vous avez un capital génétique que vous a transmis votre maman, parce que vous avez une susceptibilité aux oestrogènes, à la carence hormonale, et de toute façon, vous allez avoir une perte osseuse, quoi que vous y fassiez, soit vous ne l'êtes pas. Et effectivement, on a des femmes qui, malgré le fait qu'elles font une ménopause précoce, ne vont pas forcément faire une maladie liée à la carence hormonale prolongée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, a priori, les médecins, les physiologistes du sport disent que le fait de tirer sur les muscles qui eux-mêmes sont insérés sur les os, tirent sur les os et augmentent la fabrication d'os. Oui, c'est tout à fait exact. Mais je vous dis, il y a un moment de la ménopause où la part relative de ce bénéfice de l'activité physique est tout à fait négligeable par rapport à l'effet négatif de la carence hormonale. Nadine demande si la DHEA, cette dihydroépiandrostérone, peut-elle réduire les effets indésirables de la ménopause? Alors chez certaines femmes, c'est le cas, puisque cette fameuse DHEA se transforme à la fois en estrogène et en androgène. Donc vous avez, pour certaines femmes, des effets d'estrogène qui vont s'exprimer. Alors c'est rarement le cas au moment de la ménopause. C'est plutôt, là aussi, plutôt chez les femmes plus âgées, après 65 ou 70 ans, où parfois on peut remplacer un traitement hormonal par un traitement par la DHEA, dont on ne connaît pas toujours les risques sur le long terme non plus. Il ne faut pas être naïf et il ne faut pas être dû par rapport à ça. Mais c'est une possibilité, oui. Vous faites du sport, Martine? Alors je me suis mis très tard au sport, vers 57-58 ans. L'activité physique, j'ai fait de la powerplate, ce qui n'est pas forcément qui m'a beaucoup arrangé au niveau des articulations. J'ai fait de la natation, du sport en salle, le gym en salle, c'était même à outrance, c'était 4 fois par semaine à un moment donné. Et puis il y a eu différents accidents de la vie qui ont fait que j'ai arrêté. Mais tout à l'heure, quand vous parliez justement de l'effet bénéfique du sport sur les os, j'ai une ostéodensitométrie avant comme de commencer une activité physique et une ostéodensitométrie après, j'avais gagné 25%. Eh ben voilà. On est d'accord. Pardon, docteur. Pardonnez-moi. Merci, madame, d'avoir pris ma défense et merci de nous avoir rappelé que dans 2 jours, nous fêtons les 16 ans du magazine de la santé. Oui, je vous rappelle que Martine a un traitement hormonal. Donc, effectivement, pour celle qui a un traitement hormonal, le sport amplifie cet effet bénéfique. Ça ne contredit en rien ce que vous aviez dit, ça c'est très clair. Michel doit réviser ses classiques sur le sport et les os chez les femmes ménopausées qui ne prennent pas de traitement. Sur la ménopause. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain, dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur le psoriasis. Très bon après-midi. À demain.